Oubliez les actualités héroïques et les généraux stoïques. La Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement une tragédie et un triomphe. Ce fut une masterclass de 6 ans en stupidité humaine à l'échelle mondiale. Sérieusement, certaines décisions prises à l'époque font passer les défis Internet modernes pour des idées dignes du prix Nobel. Bienvenue sur Blondera, où nous exposons les gaffes historiques dont personne ne parle. Préparez-vous à 33 raisons de demander « Comment avons-nous même gagné ?» Dissequons la bêtise. 1. Commençons par quelque chose de vraiment organique. Le Special Operations Executive, SOE, britannique, en gros les cousins bizarres de James Bond qui préféraient les gadgets faits de véritables merdes, a développé des explosifs déguisés en fumier de cheval. La brillante tactique? Personne ne met en doute un tas aléatoire de bouse près d'un point de contrôle ou le long d'une voie d'approvisionnement. Imaginez la phase de test rigoureuse. Jenkins évaluait l'authenticité de cette déjection équine explosive sur une échelle de 1 à fumant de fraîcheur. Le plan impliquait que les agents laissent tomber négligemment ces mines de fumier. Heureusement pour toutes les personnes impliquées, en particulier les agents chargés de les manipuler, l'opération Surprise Brune, un nom que je viens d'inventer mais qui colle bien, n'a jamais été déployée à grande échelle. Probablement des problèmes logistiques, ou peut-être simplement que le facteur de dégoût pur et écrasant a finalement frappé le haut commandement. 2. Oubliez les bombardiers. Le Japon avait des ballons en papier. Oui, des milliers de ballons Fugo, fabriqués à partir de papier de mûrier et remplis d'hydrogène, ont été lancés, transportant des bombes incendiaires et antipersonnelles. Le plan génial reposait entièrement sur le courant-jet pour transporter ces engins fragiles sur plus de 8000 km à travers le Pacifique afin d'incendier les forêts américaines et de terroriser la population. C'est comme essayer de gagner la guerre en jouant au jeu le plus dangereux du monde, une loterie atmosphérique. La plupart ont, de manière prévisible, disparu dans l'océan. Quelques-uns ont atteint l'Amérique du Nord, causant tragiquement des décès en Oregon, mais en tant qu'arme stratégique. Ce fut un rêve coûteux, inefficace et aussi fin que du papier qui a principalement nourri les poissons et dérouté les météorologues. 3. Les services de secret britanniques, opérant clairement sur un niveau de réalité différent, ont sérieusement envisagé un plan pour féminiser chimiquement Adolf Hitler. L'idée n'était pas l'assassinat, mais l'altération. Introduire discrètement des œstrogènes dans sa nourriture. Ils ont sincèrement émis l'hypothèse que rendre le Führer biologiquement plus féminin pourrait freiner son agressivité notoire, le rendre peut-être plus enclin à la diplomatie, ou du moins lui donner une voix plus aiguë pour ses discours intenses. Mis à part le défi monumental de modifier le régime alimentaire du dictateur le plus paranoïaque du monde, l'ensemble du concept reposait sur une compréhension profondément bizarre et scientifiquement douteuse des hormones et de la personnalité. Un Hitler légèrement plus gorgé d'œstrogènes aurait-il simplement tout annulé? 4. Ne voulant pas être en reste dans la catégorie « transformer des animaux déconcertés en armes », les États-Unis ont investi des ressources dans le projet X-Ray, la bombe chauve-souris. Ce n'était pas un gadget de bande dessinée, c'était un véritable projet militaire. Le plan. Attacher de minuscules bombes au napalm sur mesure avec des minuteurs à des millions de chauves-souris à queue libre du Mexique. Refroidir les chauves-souris pour les faire hiberner, les charger dans des conteneurs spéciaux et larguer ces conteneurs au-dessus des villes japonaises à l'aube. Au fur et à mesure que les chauves-souris se réchauffaient, elles s'envolaient pour se percher dans les avant-toits des bâtiments principalement en bois du Japon et s'enflammer ensuite, provoquant un chaos et des incendies généralisés. Les tests ont prouvé le concept en voyant les chauves-souris armées s'échapper en plein essai et incendier promptement le centre d'essai américain. Un nom ardent et poilu de la part de Mère Nature elle-même. 5. Le programme Lebensborn de l'Allemagne nazie n'était pas seulement moralement répugnant, il était scientifiquement idiot. Dirigé par Heinrich Himmler, les SS ont mis en place des foyers spéciaux où les femmes jugées racialement pures étaient encouragées ou forcées à avoir des enfants avec des officiers SS. Ils pensaient sincèrement pouvoir sélectionner une race des maîtres d'Ariens parfait, comme s'ils créaient une nouvelle lignée de chiens de concours. Cela ignorait complètement l'influence écrasante de l'environnement
de la culture, de l'éducation et la complexité même de la génétique humaine au-delà des traits superficiels comme les cheveux blonds et les yeux bleus. Ce fut une fantaisie grotesque bâtie sur la haine et la pseudoscience, vouée à l'échec dès sa conception. 6. La tentative tragique de guerre canine de l'Union soviétique impliquait des chiens anti-chars. Entraînés, souvent par la famine, à associer la nourriture à la zone sous les chars, ces chiens étaient équipés d'explosifs conçus pour exploser au contact de la coque du char. Un concept horrifiant, rendu infiniment pire par une erreur d'entraînement catastrophique. Ils utilisaient principalement des chars soviétiques familiers pour l'entraînement. Dans le chaos terrifiant d'une véritable bataille, confrontés à des panzers allemands bruyants et inconnus, les chiens revenaient fréquemment à ce qu'ils connaissaient, courant vers l'odeur et la forme des chars soviétiques amis, entraînant des pertes autodestructrices dévastatrices. Une tactique désespérée et brutale annulée par une exécution profondément stupide. 7. Besoin de distinguer rapidement un avion ami d'un avion ennemi fonçant sur vous à 480 km/h. La réponse de l'armée américaine. Les cartes à jouer. Des jeux spéciaux ont été imprimés, présentant les silhouettes de divers avions de l'Axe et des Alliés. Bien que potentiellement un outil de mémorisation marginalement utile pendant les temps morts, imaginez essayer de consulter votre jeu pendant un combat aérien frénétique. Attendez, As de la Luftwaffe. Est-ce le Messerschmitt Bf 109 sur la Dame de cœur ou le Focke-Wulf 190 sur le valet de trèfle? Laissez-moi juste mélanger. Cela semble légèrement moins efficace qu'un entraînement rigoureux et une reconnaissance visuelle immédiate sous un stress extrême. 8. Les Allemands, parfois maîtres de la ruse, construisirent en Hollande un aérodrome de leur incroyablement élaboré, fait de bois. Avions en bois, hangars en bois, et même camions en bois, le tout conçu pour tromper la reconnaissance alliée et éloigner les bombardiers des vraies cibles. Cependant, les renseignements britanniques ne furent pas dupes une seule seconde. Leur réponse ne fut pas de le bombarder à plusieurs reprises, mais de porter l'ultime insulte. Ils dépêchèrent un unique bombardier Mosquito, qui survola à basse altitude l'aérodrome factice immaculé et lâcha une bombe en bois non explosive, précisément ciblée, peinte avec l'inscription « Du bois pour du bois ». Le niveau de provocation était légendaire. 9. Rats explosifs. Oui, un autre bijou macabrement créatif de la SOE britannique. Le plan était délicieusement diabolique. Se procurer des quantités de rats morts, les ouvrir soigneusement, les bourrer d'explosifs plastiques et d'une mèche temporisée, les recoudre, et faire en sorte que des agents les placent discrètement dans les tas de charbon près des chaudières d'usines ou de locomotives allemandes. Un chauffeur allemand insouciant pelleterait le charbon, avec le rongeur piégé, dans le four, entraînant une explosion dévastatrice de la chaudière. Malheureusement, le tout premier envoi de ces vermines explosives fut intercepté par les Allemands. Le résultat ne fut pas un sabotage de masse, mais une paranoïa de masse. Soudain, chaque rat mort était suspect, entraînant des campagnes nationales d'inspection des rats qui gaspillèrent d'énormes quantités de temps et de main-d'œuvre allemands. 10. Le projet Pigeon américain n'était pas une plaisanterie. C'était un programme de recherche militaire sérieux et financé, dirigé par le psychologue comportementaliste B.F. Skinner. L'objectif ? Créer des missiles guidés par des pigeons. À l'intérieur du nez du missile, un écran affichait la cible. Des pigeons, entraînés par conditionnement opérant, recevant des récompenses alimentaires, picoraient en l'écran pour maintenir la cible centrée, leur picotement ajustant physiquement les ailerons du missile. Étonnamment, les tests montrèrent que les pigeons pouvaient accomplir la tâche avec une précision remarquable. Mais finalement, l'étrangeté et la fiabilité perçues comme incertaines de confier un système d'armes complexe aux instincts de picorage d'un oiseau ont conduit l'armée à annuler le projet en faveur du guidage électronique. Le bon sens a fini par faire son chemin. 11. À mesure que la guerre progressait et que les métaux vitaux devenaient rares, l'Allemagne nazie opéra un changement pragmatique, mais symbolique. La frappe de pièces de monnaie en zinc. Bien qu'il permît d'économiser le cuivre et le nickel, le zinc s'avéra un choix terrible pour la monnaie. Il se corrode incroyablement facilement, surtout avec la manipulation et l'humidité. Ces pièces de monnaie de guerre
devinrent rapidement ternes, piquées, grises, et parfois se désagrégeaient littéralement en circulation. Imaginez la confiance économique inspirée lorsque votre petite monnaie se désintègre activement dans votre poche. Ce fut un rappel tangible et quotidien des ressources en déclin du Reich et de ses ambitions insoutenables. 12. Les pulvérisations secrètes de l'armée américaine sur Saint-Louis et d'autres villes dans les années 1950 et 60, avec des produits chimiques comme le sulfure de zinc et de cadmium, sont un exemple glaçant d'expérimentation gouvernementale sur sa propre population. Ils affirmaient tester des écrans de fumée défensifs contre d'éventuelles attaques soviétiques. Cependant, ils ont délibérément ciblé des quartiers à faible revenu, majoritairement noirs, sans en informer les résidents ni obtenir leur consentement, exposant des centaines de milliers de personnes à des substances ultérieurement liées à des problèmes de santé, y compris le cancer. Qualifier cela de simplement stupide ignore les profondes violations éthiques et les dommages durables causés par ce mépris insouciant du bien-être des citoyens, déguisé en recherche sur la sécurité nationale. 13. La Ghost Army, alliée, était la tromperie élevée au rang d'art. Cette unité top secrète, la 23e compagnie spéciale du quartier général, utilisa une gamme impressionnante de ruses, des centaines de chars, camions et pièces d'artillerie gonflables en caoutchouc, de puissants systèmes de sonorisation diffusant des enregistrements de mouvements de troupes et de bruits de construction à des kilomètres à la ronde, de faux réseaux radio transmettant un trafic trompeur, et même des acteurs déguisés en généraux effectuant de fausses inspections. Leurs illusions élaborées parvinrent à convaincre les Allemands que d'importantes forces alliées étaient positionnées ailleurs, jouant un rôle crucial dans le succès du jour J et d'autres campagnes. Ils gagnèrent littéralement des batailles avec de l'air chaud et des effets sonores. 14. Rudolf Hess, le Führer adjoint de Hitler, entreprit l'une des missions solitaires les plus bizarres de l'histoire. En mai 1941, apparemment convaincu de pouvoir négocier la paix en personne, il pilota secrètement un chasseur Messerschmitt Bf 110, seul, de l'Allemagne vers l'Écosse. Il sauta en parachute près du domaine d'un duc qui, espérait-il, faciliterait les pourparlers, se foula la cheville à l'atterrissage et fut rapidement appréhendé par un fermier local, armé de rien d'autre qu'une fourche. Hitler le dénonça furieusement comme délirant. Les Britanniques étaient complètement déconcertés et l'emprisonnèrent simplement à vie. Une démonstration stupéfiante de diplomatie voyou de haut niveau, se terminant par un échec total et embarrassant. 15. La bombe collante britannique, une mesure désespérée pour l'infanterie pour combattre les chars. C'était essentiellement une fiole en verre remplie de nitroglycérine, recouverte d'une substance extrêmement collante, glu, enfermée dans une tôle et montée sur une poignée. Décoller le ruban adhésif, la coller sur un panzer. Simple, sauf que l'adhésif était notoirement peu fiable sur les blindages de chars sales, poussiéreux ou humides, conditions courantes, mais adorait coller à l'uniforme en laine du soldat. Imaginez la panique pure et saisissante d'être physiquement attaché à votre propre grenade anti-char explosive, active tout en essayant de fuir sous le feu des mitrailleuses. Un défaut de conception absolument terrifiant. 16. Le projet Habakkuk n'était pas seulement un porte-avions de glace, il était envisagé comme un mastodonte de 2 millions de tonnes construit en picrette, un mélange congelé d'eau et de pâte de bois, plus résistant que le béton. Proposée par Geoffrey Pike, cette forteresse iceberg flottante était censée être insubmersible et fournir une couverture aérienne au milieu de l'Atlantique. De grands prototypes furent construits et la durabilité du picrette fut prouvée. Il résistait aux balles. Le projet fondit finalement lorsque les ingénieurs réalisèrent que l'échelle immense et l'énergie requise pour le système de réfrigération nécessaire pour empêcher une structure de glace aussi colossale de fondre dans l'Atlantique relativement chaud coûterait plus en acier et en ressources que la construction de plusieurs porte-avions conventionnels. La thermodynamique a mis cette idée géniale au placard définitivement. 17. Au-delà de ces horribles expériences humaines, la tristement célèbre Unité 731 du Japon explora des méthodes de livraison de guerre biologique vraiment bizarres. Un concept particulièrement farfelu impliquait d'emballer des puces infectées par la peste dans des bombes en céramique spécialisées,
Ces bombes étaient conçues pour se briser à l'impact, libérant les puces infectées sur les populations ennemies ou les zones agricoles. Sans parler de l'éthique monstrueuse, la complexité logistique pure de l'élevage, de l'infection, du stockage, du transport et du déploiement efficace de millions d'insectes minuscules et fragiles par bombardement aérien met en évidence un niveau d'innovation désespéré, presque diaboliquement caricatural, combiné à une praticité stratégique discutable. Des démangeaisons militarisées à l'échelle industrielle. 18. La décision de Benito Mussolini d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1940 fut un exemple spectaculaire d'erreur de calcul opportuniste. Convaincu que la France était déjà vaincue et que la Grande-Bretagne était sur le point de s'effondrer après le Blitzkrieg allemand, il déclara la guerre espérant réaliser de faciles gains territoriaux et revendiquer une place à la table des vainqueurs. Cependant, l'armée italienne était terriblement mal préparée pour un conflit majeur, affligée par un équipement obsolète, une formation médiocre, une logistique inefficace et un leadership douteux. Cela entraîna des revers immédiats et embarrassants en Grèce, en Afrique du Nord et ailleurs, nécessitant une intervention allemande coûteuse et transformant finalement l'Italie d'un partenaire potentiel en un fardeau important pour l'Axe. 19. L'obsession de Hitler en fin de guerre pour les Wunderwaffen, armes miracles, futuristes, s'est finalement avérée stratégiquement idiote. Bien que des technologies comme le missile balistique Fade, le chasseur à réaction Mi-262 et les sous-marins avancés aient été révolutionnaires. Elles consommèrent d'énormes ressources, matériaux, carburant, main-d'œuvre qualifiée, temps de recherche, qui étaient désespérément nécessaires pour la production de masses d'armes éprouvées et efficaces comme le char Panzer IV ou le fusil d'assaut STG-44, et pour les fournitures de base. Ces armes miracles arrivèrent trop tard, en trop petit nombre, et étaient souvent mécaniquement peu fiables, ayant un impact minimal sur l'issue de la guerre, tout en affaiblissant considérablement la capacité de combat conventionnelle globale de l'Allemagne. Un triomphe de la propagande sur la praticité. 20. L'OSS américain, adoptant l'étrange, développa une bombe puante surnommée Humi. Il ne s'agissait pas de causer des dégâts, mais d'une pure humiliation psychologique. Contenue dans un petit vaporisateur de poche, elle renfermait un composé chimique qui produisait une odeur incroyablement puissante et persistante, ressemblant fortement à des excréments humains. La tactique prévue était que les agents la vaporisent discrètement sur des officiers allemands dans des lieux publics, espérant que l'embarras social extrême et le ridicule qui en résulterait briseraient leur morale et saperaient leur autorité. La mesquinerie et la nature puérile de cette arme officiellement approuvée sont vraiment quelque chose à voir. De 21, au plus fort de la peur d'une invasion pendant la bataille d'Angleterre en 1940, le gouvernement britannique a publié des directives publiques sur la manière de gérer les parachutistes allemands potentiels. À côté de conseils sensés, se trouvait la suggestion étonnamment polie. Traitez-les fermement mais avec bienveillance. Offrez-leur du thé, si vous en avez. Cela incarne parfaitement le célèbre flegme britannique et l'obsession de la bienséance, même face à une invasion armée. L'image de confronter des Fallschirmjäger, lourdement armés avec une demande de faire bouillir l'eau, est le summum de l'absurdité surréaliste en temps de guerre. On se demande si le sucre était également recommandé. 22. L'opération Bernard était le plan ambitieux de l'Allemagne nazie pour déstabiliser l'économie britannique en l'inondant de devises contrefaites avec expertise. Utilisant des imprimeurs juifs très qualifiés forcés au travail dans le camp de concentration de Sachsenhausen, ils ont produit des millions de livres sterling en faux billets de banque, si parfaits qu'ils pouvaient tromper même les guichetiers de banque. L'exécution de la contrefaçon était brillante. Le plan de distribution? Stupide. Ils ont eu du mal à trouver un moyen d'introduire le volume massif de faux billets en circulation de manière suffisamment efficace et subtile pour provoquer une hyperinflation sans être immédiatement détectée. Une grande partie n'a jamais été utilisée et a fini jetée dans des lacs autrichiens après la guerre. 23. Des GI américains débrouillards ont découvert une utilisation non conventionnelle mais très efficace pour les préservatifs standards. Protéger les canons de leurs fusils. Dans les conditions humides, boueuses et sablonneuses fréquemment rencontrées dans les zones de combat, à travers l'Europe et le Pacifique,
et tirer un préservatif sur la bouche de leur M1 Garand, M1 Carbine ou mitraillette Thompson offrait un joint étanche bon marché contre les débris et l'humidité. Cette astuce de terrain simple empêchait les obstructions dangereuses du canon et garantissait le bon fonctionnement des armes quand elles étaient le plus nécessaires. L'ingéniosité pratique rencontre une nécessité de champ de bataille légèrement gênante. 24. Pendant que les Alliés fissionnèrent des atomes, des figures clés du régime nazi, notamment le chef des SS Heinrich Himmler, étaient profondément investis dans l'occultisme bizarre et la pseudoscience. L'Institut SS Ahnenerbe a gaspillé des ressources importantes en finançant des expéditions au Tibet à la recherche d'ancêtres aryens mythiques, en enquêtant sur des théories de la Terre creuse, en consultant des astrologues et en poursuivant des idées marginales comme la théorie de la glace mondiale. Cette fascination pour le mysticisme et le rejet de la science établie, découlant d'une idéologie déformée, a représenté une diversion importante et finalement infructueuse de l'attention et des ressources des réalités pratiques de la conduite d'une guerre industrielle moderne. 25. Les sous-marins japonais de la classe I-400 étaient de véritables merveilles d'ingénierie pour leur époque. Les plus grands sous-marins construits jusqu'à l'ère nucléaire, chacun capable de transporter et de lancer 3 hydravions d'attaque Aichi M6A Seiran depuis un hangar étanche et un système de catapultes. Leur mission prévue était une attaque surprise contre les écluses du canal de Panama. Après la reddition du Japon, l'US Navy a capturé les I-400 survivants, a méticuleusement étudié leur capacité avancée, un véritable porte-avions sous-marin, puis, craignant que la technologie ne tombe entre les mains soviétiques alors que la guerre froide se préparait, les a délibérément sabordés en eau profonde au large d'Hawaï. Un trésor technologique détruit par la paranoïa d'une superpuissance naissante. 26. Fanta, le soda à l'orange mondialement reconnu, doit son existence directement à l'Allemagne nazie et aux embargos commerciaux de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la guerre a coupé l'approvisionnement en sirop de Coca-Cola vers l'Allemagne, le directeur de Coca-Cola Deutschland, Max Keith, a eu besoin d'un nouveau produit pour maintenir ses usines d'embouteillage en activité. Il a improvisé, créant un soda aromatisé aux fruits en utilisant les ingrédients rares disponibles, souvent des restes industriels comme le lactosérum, un sous-produit du fromage, et le marc de pomme, fibre issue du pressage de cidre. Il l'a nommé Fanta, dérivé du mot allemand pour imagination. La marque a prospéré en Allemagne pendant la guerre et a été acquise plus tard par Coca-Cola au niveau mondial après la guerre. 27. Donald Duck est devenu une arme improbable dans l'arsenal du département du Trésor américain. Le court-métrage d'animation Disney de 1943, The Spirit of 43, commandé par le gouvernement, montre Donald aux prises avec sa conscience, représenté par un Écossais économe et un Zod suité dépensier, pour savoir s'il devait dépenser son salaire ou l'épargner pour payer ses impôts sur le revenu. Le dessin animé présente explicitement le paiement rapide des impôts, comme un devoir patriotique essentiel pour financer l'effort de guerre contre les puissances de l'Axe. Utiliser un canard perpétuellement en colère et à moitié vêtu pour faire la leçon sur la responsabilité fiscale est le summum de l'absurdité de la propagande de guerre. 28. Les émissions de la BBC vers l'Europe occupée étaient plus que de simples nouvelles et de la musique. Elles constituaient un canal vital pour l'espionnage. Cachées au sein de messages personnels ou de programmes musicaux apparemment inoffensifs, se trouvaient des phrases codées comprises uniquement par les combattants de la résistance. Une phrase comme « Le hibou ulule 3 fois à minuit » ou « Les chaussettes de l'oncle Henri sont bleues » pouvaient signaler des ordres spécifiques de sabotage, des horaires de largage de ravitaillement, des avertissements de mouvements allemands ou la confirmation de l'arrivée d'agents. Cela transformait l'écoute quotidienne de la radio en un exercice angoissant de communication secrète, opérant juste sous le nez de l'ennemi. 29. La position de la Finlande en temps de guerre était d'une bizarrerie unique. Ils s'allièrent à l'Allemagne nazie, oui, mais seulement en tant que co-belligérants contre leur ennemi commun, l'Union soviétique, qui avait attaqué la Finlande auparavant. De manière cruciale, la Finlande résista à la pression allemande et refusa de mettre en œuvre des politiques antisémites généralisées ou de déporter la grande majorité de sa population juive, qui survécut en grande partie à la guerre.
Ils combattirent aux côtés de la Wehrmacht sur le front de l'Est, mais maintinrent leur indépendance politique et rejetèrent l'idéologie génocidaire fondamentale des nazis, créant ainsi l'un des alignements les plus étranges et les plus moralement complexes de tout le conflit. 30. La célèbre ligne Maginot, la chaîne de fortifications française de plusieurs milliards de francs, était un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour arrêter une invasion allemande, basée sur la guerre précédente. Non seulement elle s'arrêtait crucialement avant la forêt des Ardennes, considérée à tort comme infranchissable par les chars, mais sa conception privilégiait fortement la défense statique contre l'infanterie et l'artillerie. Elle manquait de réserves mobiles adéquates, de défense anti-aérienne suffisante et supposait que les rivières étaient des obstacles majeurs, sous-estimant les capacités d'ingénierie allemandes comme les ponts flottants. Ce fut une leçon concrète incroyablement coûteuse sur l'incapacité à s'adapter à la guerre mécanisée moderne. 31. Confrontée à des pertes de chars dévastatrices au début de l'invasion, l'armée rouge soviétique eut parfois recours à l'utilisation de tachankas. Il s'agissait essentiellement de chariots ou de charrettes tirés par des chevaux, souvent de simples véhicules agricoles, avec une mitrailleuse lourde, généralement une Maxim, montée à l'arrière, généralement orientée vers l'arrière pour fournir un tir de couverture pendant les retraites. Vestiges de la guerre civile russe, ces engins incroyablement vulnérables étaient tragiquement dépassés par les chars, l'artillerie et les avions allemands. C'était un symbole désespéré et visuellement frappant des premières luttes soviétiques contre le Blitzkrieg, soulignant le manque initial d'équipements modernes. 32. La bataille de Los Angeles en février 1942 fut une nuit de pure hystérie de masse sur le front intérieur américain. Déclenchée par la crainte d'un raid aérien japonais peu après Pearl Harbor, des rapports d'objets non identifiés dans le ciel, probablement un ballon météorologique ou des fusées éclairantes, provoquèrent une panique totale. Les batteries anti-aériennes américaines entourant Los Angeles ouvrirent le feu de manière désordonnée pendant plusieurs heures, tirant plus de 1400 obus dans l'obscurité. Les projecteurs balayaient frénétiquement. Le résultat, 0 avion ennemi abattu, parce qu'il n'y en avait pas, mais plusieurs morts civiles et des dégâts matériels causés par la chute d'éclats de tir ami. Une surréaction terrifiante et embarrassante, alimentée par la peur. 33. L'Allemagne de l'Axe, avec des diffuseuses comme Mildred Gillars, alias Axis Sally, et le Japon, avec plusieurs femmes collectivement surnommées Tokyo Rose, employèrent toutes deux des animatrices radio-anglophones pour la propagande destinée aux troupes alliées. Elles mélangèrent de la musique américaine populaire avec un contenu démoralisant, répandant des rumeurs d'infidélité au pays, exagérant les victoires de l'Axe et les pertes alliées, lisant les noms de soldats capturés et exhortant les auditeurs à se rendre. Bien que certainement effrayants et conçus pour saper le moral, la plupart des récits historiques suggèrent que les GI écoutaient principalement pour la musique familière et traitèrent la propagande elle-même comme une blague ou une nuisance mineure, plutôt que comme une arme psychologique sérieuse. Bon, peut-on juste reconnaître l'ampleur de l'idiotie dont nous venons d'être témoins? Des chauves-souris armées brûlant leur propre base, des missiles guidés par des pigeons? C'est un miracle que la planète ait survécu. Alors, dites-le, lequel de ces 33 faits vous a complètement sidéré? Ou peut-être connaissez-vous un moment de la Seconde Guerre mondiale encore plus stupide que nous avons manqué? Déchaînez-le dans les commentaires. Construisons l'archive ultime des échecs historiques. Si votre foi en la pensée stratégique est maintenant brisée, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à Blondera, car croyez-moi, le placard de l'histoire est plein de squelettes. De très très stupides squelettes. Restez bizarres.